Que vous dire là-dessus? Je n'ai pas grand-chose à vous dire parce que en fait, tout a été dit aujourd'hui. Il y a des tas de choses. On a abordé toute une série de questions. Et en fait, je ne vais rien vous dire. Je vais simplement vous présenter ce qu'on a écrit. Puisque à partir de beaucoup de travaux, on a essayé de synthétiser tout ça dans un petit document qui doit nous servir d'une certaine façon de manifeste. Je reprends ce terme du Grand Est, un peu politique au regard de l'ensemble de nos partenaires. Alors, comment est né un petit peu ce document? Je disais qu'il y a trois origines un peu diverses, mais qui se rejoignent un petit peu. D'abord, ça fait pas mal de temps que, au sein de la coordination ou dans certains conseils de développement, on travaille. On a travaillé sur les métropoles, on a travaillé sur le rural, on a travaillé sur l'alliance des territoires, on a travaillé sur la démocratie. Et ça nous a été reproché. On n'a jamais capitalisé véritablement sur l'ensemble de ces travaux. Donc, il nous semblait intéressant, effectivement, de le faire pour qu'effectivement, on puisse retrouver l'ensemble des préoccupations qui ont été émises. Le deuxième, c'est un peu factuel. Il est peut-être passé un peu à côté des radars d'un certain nombre de personnes. C'est que l'article de loi qui prévoyait que les conseils communautaires soient élus au suffrage universel direct selon des modalités à préciser à la prochaine séance de mars 2020 a sauté. Il n'existe plus. Donc, effectivement, on continue à rester dans le même système que celui qu'on connaît. Et puis, je pense que l'effervescence, je vais le dire comme ça, récente, qui a mis en avant une espèce de soif de démocratie, d'envie de participer à la décision publique, à la définition des politiques, même si ça s'adressait plutôt au niveau national, je pense qu'il est aussi vrai au niveau local, montre qu'effectivement, il y a peut-être un moment charnière, un instant où on peut préciser un certain nombre de choses. Donc, on a produit ce petit document qui s'appelle « Au-delà de la participation citoyenne », réussissons la transition démocratique, mais nous aussi on emploie le terme transition, bon d'accord, dans les intercommunalités. Alors c'est un document un peu de synthèse, il est pas trop long, il fait une douzaine de pages d'écrit. J'espère que beaucoup d'entre vous retrouveront ce qu'ils ont pu partager avec d'autres dans un certain nombre de réunions. En fait, il y a deux parties. Il y a une première partie un peu d'état des lieux, je vais les appeler comme ça, où on rappelle qu'effectivement l'intercommunalité ça existe. Et que parfois, les trois quarts de la vie des citoyens est réglée par l'intercommunalité et plus du tout par les communes, parce que pour la mobilité, pour l'enseignement supérieur, pour l'adduction d'eau, pour la voirie, pour un certain nombre d'espaces verts, etc., c'est l'intercommunalité qui gère le territoire et leurs services. On rappelle aussi qu'effectivement, le mode d'élection des conseillers communautaires ou métropolitains, il est pour l'instant... Alors, il s'appelle au suffrage universel direct. Je rappelle que la technique dite du fléchage est une technique dite de suffrage universel direct pour les communes de plus de 1000 habitants. Bon, c'est vrai qu'on peut quand même avoir quelques doutes sur la qualité, la vraie qualité du mot direct qu'on associe effectivement à ce suffrage. Donc, on va pas, il y a vraiment un déficit démocratique patent au niveau de l'intercommunalité. Et puis, il y a toujours un problème qui est complexe, qui n'est pas encore résolu et auquel il faudra bien s'attacher, c'est comment la commune et les intercommunalités mettent en place de nouveaux types de relations. Pour l'instant, et les discours des quelques mois qui viennent de s'écouler, on ne parle plus que des communes. Il n'y a plus que les maires, effectivement, qui sont représentatifs de tout ça. Et donc, à partir de cet ensemble de préoccupations, donc on fait aussi un petit panégyrique des qualités intrinsèques des conseils de développement, mais bon, c'est tout à fait normal puisque c'est nous qui produisons ce document. On essaie de voir quelle réponse on peut apporter à ce nouvel appétit, ce nouveau désir de démocratie. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut surtout pas oublier, c'est quand on dit intercommunalité, c'est un terme générique qui regroupe des tas de choses complètement différentes. D'abord, en termes d'institutions, entre les métropoles et les communautés de communes, il y a quand même des différences essentielles, fondamentales, quant à la fois les compétences, l'intégration, etc. D'autre part, le poids démographique des différentes intercommunalités est extrêmement différent.
puisque même les métropoles vont, la plus petite fait 210 000 habitants et la plus grande, c'est doit être Marseille, si je ne me trompe, hors Grand Paris, parce qu'ils sont complètement hors normes, fait 1 900 000 habitants. Et même dans les communautés de communes, bon, on part de 15 000, qui est le seuil légal, et on peut aller effectivement jusqu'à 300 000. Donc on voit quand même aussi en termes de population, c'est pas pareil de parler à 20 000 personnes ou de parler à 300 000 personnes. Et puis enfin, le nombre de communes est très variable. Moi, dans la métropole européenne de Lille, il y a 90 communes, 95 au prochain, après les élections, puisque une communauté de communes va rejoindre la MEL. Marseille, ils sont 91. Je crois que le Pays Basque, ils sont 160. Bon, donc, effectivement, c'est aussi des choses extrêmement compliquées à mettre en œuvre. Et donc, les propositions que nous avons recensées et que nous avons essayé de classer dans ce document sont de deux ordres. Les premières, on les a déjà évoquées, c'est comment on sort un peu de ce système un peu bâtard d'élection. Il est quand même un petit peu difficile et il faut qu'on le change. Alors, on peut pas le changer d'ici mars parce que il est de tradition, effectivement, que dans l'année qui précède n'importe quelle élection, on ne change pas le système électoral. Ce qui n'est pas, effectivement, une mauvaise chose. Mais il nous semblerait important, quand même, effectivement, de l'amender et, effectivement, les travaux de Grenoble ont parfaitement appris un certain nombre de choses. On propose qu'effectivement, et ça devrait être possible par une simple circulaire du ministère de l'Intérieur, qui pour l'instant est toujours responsable des élections, de donner un certain nombre de directives qui placent l'intercommunalité au même niveau que la commune dans le cadre de ces élections. Donc on propose que tous les documents de propagande électorale pour le scrutin de mars 2002 précisent bien qu'on est sur deux niveaux d'élection, un niveau municipal et un niveau intercommunal, et que les deux listes, puisque maintenant il y a effectivement deux listes pour les communes de plus de 1000 habitants, enfin c'est un petit peu plus compliqué que ça, et exactement la même place. Que si je prends la commune dont je suis électeur, j'avais la liste des élus municipaux écrits en grand et en gras, et la liste des élus au conseil métropolitain écrits en tout petit, etc. Bon, c'est tout de même pas normal quand on connaît effectivement ces dispositifs-là. On propose aussi que chaque profession de foi, alors en termes juridiques, ça s'appelle une circulaire. Bon, j'ai appris ça en regardant ça. Pour les communes de plus de 1000 habitants, donc où le fléchage est appliqué, il continuera encore à être appliqué jusqu'en mars, qu'il y ait à côté des objectifs pour la commune, qu'il y ait aussi un certain nombre de précisions. Alors, pas sur le projet métropolitain, parce que généralement, il n'est pas encore suffisamment élaboré, mais au moins sur les relations que les élus entendent mener avec l'intercommunalité et quels sont les enjeux et propositions qu'ils entendent porter à ce niveau intercommunal. Et puis, il est important aussi de savoir comment les futurs membres de l'intercommunalité assureront la formation, ça a été évoqué, à la fois des élus municipaux, parce que ça, c'est une lacune, mais aussi de l'ensemble de la population, tout au long du mandat pour lesquels ils vont être élus. Donc, voilà un peu ce que l'on propose de mettre en place rapidement. On va essayer donc on a commencé à avoir effectivement quelques relations avec les représentants des ministères et on va effectivement leur envoyer rapidement pour voir avec eux s'il est possible que cette circulaire puisse préciser un certain nombre de choses, qu'est-ce qu'il est possible juridiquement ou pas. Et puis dans un deuxième temps, mais là effectivement ça peut ne se faire qu'après mars 2020, il faut qu'on se pose la question, quel mode d'élection des conseillers intercommunaux? On ne peut pas continuer à rester dans cette espèce d'entre-deux qui est ce suffrage universel direct par simplement un fléchage. Alors, je dis, il n'y a pas de bonne solution, de toute façon, mais peut-être qu'effectivement, il y en a une moins mauvaise que les autres et il faut peut-être aller vers celle-là. Le deuxième thème sur lequel je vais être un peu plus rapide, sur lequel effectivement on a souhaité parler, c'est comment on assure une vraie transition démocratique dans ces intercommunalités. La première chose qui est essentielle, c'est que toutes les intercommunalités qui font plus de 20 000 habitants, etc., doivent avoir un conseil de développement. C'est encore, malheureusement, loin d'être le cas actuellement, puisque, même dans mon département, il y a une intercommunalité de plus de 200 000 habitants qui n'a pas de conseil de développement. Or, ça a été évoqué par Seth ce matin. Théoriquement, l'article du Code général des collectivités territoriales stipule que le conseil de développement doit être saisi du projet de territoire et des documents stratégiques et de planification.
on pose la question, et je pense que la réponse du préfet à 7 était intéressante, c'est de dire, est-ce que quand on approuve un PLU, un PDU ou quelque chose, sans demander l'avis du Conseil de développement alors qu'il aurait dû être créé, est-ce que ça n'entache pas un peu d'irrégularité ce document? Bon, c'est un faible moyen de pression, mais effectivement, pourquoi pas l'utiliser jusqu'au bout. Et puis, pourquoi pas aussi rendre possible la création de conseils de développement en dessous de 20 000 habitants. Si la population le demande, ça serait idiot de ne pas le faire. Enfin, dernier thème, c'est un petit peu les outils que l'on peut mettre effectivement au service de tout ça. Quelques mots juste comme ça. Tout ça a été évoqué, vous le retrouverez, tout ça a été évoqué au fil des différents débats de ce matin et de cet après-midi. La notion de transparence qui est absolument importante. C'est vrai qu'on reproche souvent aux décisions intercommunales d'être plutôt opaques et de ne pas les connaître. Comment effectivement on les rend plus transparentes? Comment on met en place des guides ou des chartes de la participation? Il y a un certain nombre d'agglomérations qui ont commencé à faire ça. Ça rend les choses un peu plus crédibles. Le droit de suite a été évoqué. Il est logique, en tout cas, d'espérer que quand une collectivité consulte un certain nombre de citoyens et qu'après elle prend une décision, elle explique pourquoi elle prend ou pas, ou en partie en compte, effectivement, cet avis. Ont été évoqué la possibilité de créer une commission métropolitaine métropolitaine ou communautaire du débat public. C'est l'histoire des garants que l'on a évoqué effectivement ce matin. Ouvrir la concertation le plus tôt possible, pas seulement à la fin pour donner un avis sur un document qui est ficelé et que de toute façon, l'avis, il va pas servir à grand-chose parce qu'il y a déjà eu 2 ans de travail et qu'on va pas effectivement les remettre en cause. Participer aux commissions permanentes qui existent. Il y a des commissions obligatoires, des services publics locaux, etc. Comment on peut aller effectivement plus loin? Mettre en place des budgets participatifs intercommunaux. Alors, ça existe dans un certain nombre de collectivités. Il faut peut-être aller plus loin. Il faut peut-être voir comment on peut croiser des budgets participatifs communaux avec des budgets participatifs intercommunaux pour croiser aussi les compétences. Et puis, pourquoi pas réfléchir à un droit de pétition ou un référendum local qui, je rappelle, est possible dans le Code général des collectivités locales ou dans dans la Constitution. Pourquoi ne pas l'élargir aux EPCI, puisqu'actuellement il est limité aux seules collectivités locales et donc effectivement aux communes. Donc voilà, tout ça c'est un petit peu compris là-dedans. J'ai été un petit peu rapide, mais je pense que tout a été dit. On a simplement essayé de le mettre en ordre, de donner un certain nombre de caps. Je me permets de le dire au nom des coprésidents. Saisissez-vous de ce document. N'hésitez pas à le transmettre à vos élus, à vos députés, à vos sénateurs, à vos élus de PCI pour essayer effectivement de faire monter un petit peu la mayonnaise autour de tout ça. Je pense qu'en parler juste avant les élections, c'est pas forcément un mauvais créneau et qu'effectivement il faut en profiter. Alors, on va tirer à 5000 exemplaires, donc il n'y a pas de problème. N'hésitez pas. Donc voilà. Bon, si vous voulez quelques questions, je veux bien, mais je crois qu'on nous attend. Donc c'est pas possible. Merci Gérard Flamand. Merci pour ce résumé. Bien, je vais appeler sans tarder les 2 coprésidents pour une petite conclusion. Dominique Valk et Yves Londechamp, à vous la parole pour la conclusion de cette journée. Ne bougez pas surtout parce que j'ai des informations très précises à vous donner avant qu'on se déplace ensuite. Eh bien, il faut me mettre près des micros, c'est ça? Oui. D'abord, moi je voudrais tous vous remercier parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant. On a bien fait de venir, enfin moi j'ai bien fait de venir en tout cas, je suis très content. J'ai pas beaucoup participé, donc j'ai bien profité. Et nous le devons à l'ensemble de l'équipe qui a organisé ces rencontres et qui l'ont animé. D'une part, à l'ensemble du conseil d'administration et du bureau et du comité d'organisation qui ont beaucoup phosphoré sur le sujet. Ensuite, les animateurs d'ateliers, les différents animateurs d'aujourd'hui dont vous avez pu constater la qualité de préparation de tout ça. Notre équipe support avec Alexandra qui a joué un rôle absolument essentiel, ça va sans dire. Bravo. Alexandra et Montse Pacheco, qui a rejoint donc cette équipe d'animation depuis 3 mois.
Voilà. Et puis Virginie, qui nous avait déjà fait une démonstration de ses talents d'animatrice lors des 12e rencontres à 7 et qui s'est encore surpassée aujourd'hui. Donc merci aussi Virginie. J'oublie quelqu'un ? À part nous, hein, non, à part nous, voilà, d'accord. Donc on va se remercier aussi. Non, surtout on oublie quelqu'un, on vous oublie, vous tous, parce que cette journée est un succès grâce à votre présence, en fait. Voilà, et nous sommes ravis d'avoir pu rassembler à la fois des élus, des membres de conseil de développement, des techniciens, l'ensemble de ce qui fait effectivement la dynamique territoriale, avec des échanges qui ont été très riches, très instructifs. La suite, il va y avoir évidemment, d'une part, il y a une captation vidéo, donc le temps de faire le séquencement, ceci sera sur le site, ainsi que peut-être la préparation d'actes sous une forme à déterminer. Nous verrons ça en bureau et en conseil d'administration. Voilà. Quant au devenir de la coordination nationale, on a posé des bases, beaucoup d'idées pour les construire. On a une assemblée générale demain. Et ensuite, un nouveau conseil d'administration qui prendra ça à bras-le-corps. Donc, l'avenir est assuré, mais là, on pourra en reparler demain. Tu vas ajouter quelque chose, Dominique ? Oui, tout a été dit dans les remerciements. Yves, on est très complémentaires. Lui, il est très carré sur le côté formel, bien organisé. Moi, c'est un petit peu plus touffu. Moi, je voulais quand même juste rappeler quelque chose que j'ai entendu. J'ai cru à un moment qu'on n'était pas capable d'identifier des signaux faibles. Moi, j'en ai identifié un. Il va falloir qu'on fasse très attention à celui-ci. D'abord, on va en discuter, je pense, demain, on a une relative faiblesse à communiquer ce que nous sommes capables d'apporter au projet de société. Ça va être très, très important. Et l'autre signal faible que j'ai entendu aujourd'hui, c'était cette table ronde avec les élus, hein, donc t'en prenez pour ombrage, bien loin de là, c'est que il faut absolument qu'on sorte de cette posture duel pour aller vers une posture duale. Il faut absolument qu'on sorte de cette défiance pour aller vers cette confiance et cette complémentarité des gens. Et franchement, le dual est plus symbole finalement de cette économie de la connaissance où 1 + 1, ça doit faire 3, voire 4, voire 5. Et je pense que c'est là où on a une vraie carte à jouer dans le futur immédiat et les grands messages de la coordination nationale. C'est, en gros, ça on me connaît, on va faire un peu du Jean-Paul II, c'est « n'ayez pas peur ». Voilà, merci à tous. Merci beaucoup.